Nous sommes à Paris le 28 juin 1944. Il est 5h50 du matin. L'aurore naissante part le ciel estival d'une brume rose et or. Les rues sont presque désertes. Pourtant, devant le 10 de la rue Solferino, dans le très chic 7e arrondissement de Paris, il règne une agitation inaccoutumée. Plusieurs voitures ont brutalement freiné devant le ministère de l'Information et de la Propagande. Plusieurs hommes en descendent. Ils n'ont pas l'air commodes. Ils se dirigent tous vers la porte du ministère et frappent de grands coups pour alerter le concierge. Surpris par ce charivari matinal, celui-ci préfère demander à ses importuns ce qu'ils veulent à travers la porte close. Les hommes répondent qu'ils sont des agents du maintien de l'ordre. Ils viennent pour protéger monsieur le ministre Philippe Henriot. Sa vie est en danger, on craint qu'il ne soit enlevé prochainement. Le concierge ne discute pas davantage. L'argument a fait mouche. Étant donné le poste qu'il occupe, le ministre, qui est l'équivalent du ministre de la propagande allemand Joseph Goebbels, est à l'évidence une cible pour les résistants qui l'attaquent quotidiennement sur les ondes de Radio Paris. Le concierge ouvre la porte. Il se retrouve immédiatement avec des armes sous le nez. Le pauvre homme comprend qu'il vient de commettre une énorme erreur, mais il n'a pas envie de parlementer. Les bouches noires des canons des pistolets pourraient lui faire sauter la tête. Les hommes armés exigent d'être conduits dans la chambre du ministre. Le concierge s'exécute, tremblant de peur. Arrivé devant la chambre à coucher du couple, les hommes en armes frappent de nouveau à la porte. « Nous sommes le maintien de l'ordre. On veut enlever monsieur Philippe Henriot. Ouvrez, nous venons vous protéger. » En entendant ce raffut, le ministre sort du lit et ouvre la porte de sa chambre. Immédiatement, ses yeux s'arrondissent de terreur. Plusieurs pistolets sont déjà pointés sur lui. Dans un réflexe de survie, il essaye de refermer la porte, mais de l'autre côté, ils sont plus nombreux. La bousculade ne dure que quelques secondes, puis les coups partent. Philippe Henriot, touché plusieurs fois à bout portant, s'effondre dans une mare de sang sous le regard tétanisé de son épouse, recroquevillée dans leur lit. Le ministre de l'Information et de la Propagande de Vichy vient d'être assassiné. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène avec moi au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Philippe Henriot, le ministre de la Propagande de Vichy, épisode 1, du professeur de collège terne au parlementaire génial. L'enfance de Philippe Henriot, né à Reims en 1889, n'a pas été fondamentalement malheureuse. Son père est un officier qui a fréquenté Philippe Pétain sur les bancs de Saint-Cyr. Sa mère est issue d'une famille de banquiers, très catholique. Dans sa jeunesse, Philippe a deux passions, les papillons et les lettres. Dès l'adolescence, il se rêve en nouveau Flaubert et il écrit des poèmes entre deux chasses aux papillons qui viennent alimenter sa fabuleuse collection. Et puis vient le temps où les rêves de l'enfance se dissipent pour laisser place à une réalité moins plaisante. Henriot souffre de lourds problèmes pulmonaires à cause desquels il est exempté durant la Première Guerre mondiale. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, ne pas avoir connu la boue des tranchées quand on est en âge d'être appelé sous les drapeaux est un motif de honte personnelle et de quolibet public. Si encore Philippe avait pu compenser cette tâche sur son honneur par un grand succès littéraire, mais il n'en est rien. Ses deux romans, La tunique de Nessus et La prison du silence, ne sont que des succès d'estime. Voilà, Henriot ne sera ni Flaubert, ni soldat victorieux. Il est professeur dans un collège catholique, marié à une femme dont la famille possède des vignobles en Gironde. Sa vie est tranquille, affreusement sereine. Mais une rencontre va tout changer. L'abbé Daniel Berget est le curé de Saint-Émilion, près de Bordeaux. C'est un bel homme charismatique, aux traits un peu durs. Il a une quarantaine d'années quand il se présente aux élections de 1924 pour devenir député. Il est le fondateur de l'Union populaire républicaine de Gironde. L'UPR est un parti de droite traditionnel, conservateur et clérical. Il veut lutter contre la gauche et son projet de loi qui révulse les catholiques du pays, pourtant d'ordinaire si discrets sur le plan politique. Le député Édouard Herriot, membre du Parti radical, un parti de gauche attaché à la laïcité, souhaite rompre les rapports de la France avec le Vatican et imposer la laïcité en Alsace et en Lorraine. Ces deux départements ne sont en effet pas concernés par la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État parce qu'ils dépendaient de l'Allemagne au moment de son vote.
Ils ne sont repassés dans le giron français qu'en 1919 et n'appliquent donc pas la loi de 1905. Philippe Henriot, lui-même très catholique, adhère à la lutte de l'abbé Bergey et l'aide à mener sa campagne. L'homme de Dieu lui fait une telle confiance qu'il lui confie la direction de son journal politique, l'Action catholique. Henriot peut enfin s'adonner à l'écriture. Cette fois, il est lu et apprécié. Mais un autre événement va l'obliger à embrasser son destin. L'abbé Bergey est élu député. Pendant son mandat, il participe à de nombreux meetings politiques très conservateurs, comme vous pouvez l'imaginer. Mais un jour, Bergey est retenu au dernier moment. Alors il demande à Henriot de prendre sa place et de faire un discours. Philippe Henriot monte sur l'estrade. Lui, le grand homme malingre d'1,81 m, les cheveux noirs gominés, les oreilles décollées. Il n'est pas un prix de beauté, mais là, sur cette estrade, les mots qu'il aime d'ordinaire tant couchés sur le papier s'alignent dans sa tête avec précision. Les belles phrases et les punchlines s'enchaînent. Il parle avec la fièvre de la passion, l'éloquence d'un tribun antique. Sa voix est pleine et grave. Ce jour-là, l'écrivaillon raté subjugue son auditoire. C'est donc ça son don, l'art de bien parler, l'art de capter l'attention du public. C'est ça qu'il doit faire. De la politique. Avant la fin de l'année 1924, Henriot est considéré comme l'un des plus grands orateurs de la Fédération nationale catholique aux côtés de l'abbé Bergey. Et la première victoire politique d'Henriot arrive vite. Sa fédération s'appuie sur 2,5 millions de croyants qui font entendre comme un seul homme leur opposition au concordat en Alsace-Moselle. Le gouvernement abandonne son projet. Pendant les 8 années suivantes, Henriot sillonne la France avec sa fédération. Ses discours vibrants mêlant foi catholique et position conservatrice sont toujours un succès. Oh, Henriot n'est pas un homme qui fait des propositions, qui a une vision politique. Non, lui, il est contre ce que disent les autres, contre les bolcheviks, contre les progressistes, contre les laïcards. C'est l'homme du contre, pour reprendre l'expression de l'historienne Joëlle Dussault. Et en temps de crise, être contre, c'est toujours payant. Et oui, on est dans les années 1930, en plein dans la montée du fascisme en Europe. Alors oui, Henriot apprécie Mussolini. Voilà un homme qui va remettre l'Italie sur la voie de ses valeurs perdues. Mais le nec plus ultra, c'est quand même Franco. Le caudillo, c'est Dieu et la grandeur de l'Espagne avant tout. Si seulement la France pouvait prendre le même chemin. Henriot est un latin, ses admirations vont au sud de l'Europe. Il se méfie de l'Allemagne, il est même germanophobe par culture et éducation. Au nord du Rhin, ce sont des barbares. Hitler et le nazisme ne le séduisent pas particulièrement. Enfin, pour le moment. À l'occasion des élections de 1932, l'abbé Bergey présente Henriot comme son héritier. C'est pour lui qu'il faudra voter aux prochaines élections. Et c'est ainsi que Philippe Henriot est élu sur une liste de droite pour la circonscription de Gironde. Il fait son entrée au Parlement et se fait vite remarquer pour ses talents exceptionnels d'orateur. Henriot à la Chambre, c'est quelque chose. Il parle sans notes, prend possession de l'estrade comme un comédien qui brûle les planches. À ce moment-là, il n'est pas d'extrême droite, il n'est pas antisémite. Mais il veut une nation forte, unie par ses valeurs catholiques, sans franc-maçon, sans chantre de laïcité à tout va. C'est la grande affaire qui ébranle le pouvoir en 1934 qui lui fait franchir le point de non-retour. Le choix de la radicalisation. Le 8 janvier 1934, Alexandre Stavisky est assassiné dans d'étranges conditions par la police qui devait l'arrêter. Au fond, il s'est peut-être bien suicidé car il y avait trop à cacher. Vous avez peut-être déjà écouté le podcast que j'ai consacré à l'affaire Stavisky. Mais si c'est pas le cas, vous pourrez le faire dès que vous aurez terminé celui-là. Pour faire bref, cette affaire est une énorme arnaque financière dans laquelle trempe un paquet d'élus et de politiques et, à ce qu'on raconte, nombre d'entre eux sont francs-maçons. C'est un scandale gigantesque. Henriot est membre de la commission d'enquête qui se penche sur l'affaire Stavisky. Jusque-là, il n'était pas antisémite, du moins pas avec les juifs français. Mais ce Stavisky, il est juif. Et puis, il y a plein de francs-maçons autour de lui, de la corruption à tous les niveaux. Philippe Henriot est en train de vriller, si vous me pardonnez cette expression un peu familière, mais qui traduit parfaitement son état d'esprit. Il fait des conférences pour expliquer au public ce qui est en train de se passer. Son ami, l'écrivain François Mauriac, vient l'écouter au Théâtre des Ambassadeurs.
Le futur académicien et prix Nobel de littérature est subjugué par son éloquence, même si dans les années à venir, les deux hommes ne seront plus d'accord sur rien. Mauriac deviendra en effet un farouche opposant au régime de Vichy. À la Chambre des députés, les débats s'enflamment, surtout qu'après la chute du gouvernement, plusieurs organisations de droite et d'extrême droite ont organisé une manifestation anti-parlementaire violente le 6 février 1934. Philippe Henriot invective Édouard Herriot, il doute de sa probité. Édouard Herriot, montant sur ses grands chevaux, proclame qu'il préfère avoir la main sur le cœur plutôt que sur le portefeuille. Henriot lui répond du tac au tac. « Mais vous avez deux mains, monsieur. » Oui, je sais. Les débats des députés, c'était mieux avant. Mais ne comptez pas sur moi pour faire dans la nostalgie. Henri Henriot parvient à faire tomber le gouvernement. Et ça, c'est sa grande victoire. Pour l'heure, les députés goûtaient la prose d'Henriot. Maintenant, ils en ont peur. L'élu bordelais a pris beaucoup d'ampleur sur la scène politique. Il se présente en 1936 aux élections. Dans sa circonscription girondine, il se retrouve opposé à Max Bonnafou, un homme de gauche, un descendant spirituel de Jaurès, dont celui-ci édite encore les discours. Henriot est finalement réélu l'année où le Front populaire triomphe. Mais ne vous faites pas de soucis pour Bonnafou, l'homme de gauche battu par le méchant Henriot, il deviendra ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement de Pierre Laval pendant le régime de Vichy. Voilà Henriot à nouveau député dans une chambre majoritairement à gauche. En 1938, le socialiste Édouard Daladier est président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement, quand survient la crise des Sudètes. Je vous résume la situation en 2 mots. Hitler rêve déjà de son Reich de 1000 ans et d'une Allemagne grande comme un empire. Il vient d'annexer l'Autriche et il veut maintenant récupérer les Sudètes, un morceau de la Tchécoslovaquie où vivent des populations historiquement germaniques qui veulent à nouveau être allemandes. Mais voilà, on ne change pas les frontières d'un pays comme ça. Les Tchécoslovaques, dont l'indépendance est récente, ne veulent pas être amputés des Sudètes, et la France a une alliance diplomatique avec la Tchécoslovaquie. Vous voyez bien le problème ? Eh bien, le problème se règle lors des accords de Munich à la fin du mois de septembre 1938. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne nazie se réunissent en compagnie de Mussolini qui vient jouer les médiateurs pour signer un accord. Hitler promet de ne pas faire la guerre si on lui donne les Sudètes, et dans la foulée, si on laisse la Silésie à la Pologne qu'Hitler n'a pas l'intention de conquérir comme vous le savez, ah non. Eh bien, notre Philippe Henriot est munichois, comme on dit à l'époque. Il pense que c'est très bien de signer les accords de Munich pour éviter la guerre. En revenant de cette ville bavaroise, Édouard Daladier, qui est alors le président du Conseil des ministres et qui était à Munich pour la signature des accords, est applaudi sur le tarmac du Bourget par une foule munichoise. Il se serait écrié « Ah, les cons, s'ils savaient !» Henriot est donc un de ces cons. Mais il n'en est pas moins germanophobe. Quand l'inéluctable Seconde Guerre mondiale commence en 1939 suite à l'envahissement de la Pologne par Hitler, Henriot appelle à la destruction de l'Allemagne éternelle. Le brillant orateur devient de plus en plus violent dans ses mots, paranoïaque et séduit par les théories du complot. Il y en a une d'ailleurs qui l'inquiète particulièrement, un complot qui pourrait bien détruire la France. Pour découvrir ce qui effraie tant Philippe Henriot, on se retrouve dans le second épisode du récit que je lui consacre. À très vite. Précédemment, dans Au cœur de l'histoire. Dans le premier épisode consacré à Philippe Henriot, je vous ai raconté comment cet écrivain frustré est devenu un orateur hors pair. Il est l'un des hommes les plus éloquents de la droite à la Chambre des députés. Ce catholique conservateur se radicalise petit à petit à mesure que sa haine contre la maçonnerie puis contre les juifs grandit. Pour lui, tout est bon pour rendre sa grandeur à la nation. Mais les moyens qu'il va choisir sont pour le moins discutables. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Philippe Henriot, le ministre de la propagande de Vichy, épisode 2, martyr d'une mauvaise cause. Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate, le député de droite Philippe Henriot est convaincu qu'il faut détruire l'Allemagne. Ses diatribes militaristes à la Chambre lui valent même quelques railleries, à lui, l'homme qui a été exempté pendant la Première Guerre mondiale à cause de sa mauvaise santé. Cette pique souvent lancée par ses ennemis est toujours douloureuse pour lui.
Mais il n'y a pas que l'Allemagne nazie qui est responsable du drame qui se joue en Europe. Le député, qui n'avait rien d'un antisémite il y a encore 10 ans, croit maintenant en un complot juif contre la France. Blum, le leader du Front populaire, le bolchevisme, tout ça forme le même péril contre les intérêts supérieurs de la nation et ses racines catholiques. C'est le judéo-bolchevisme qui menace la France. Et que dire du parlementarisme ? Ah, ce n'est pas bon pour l'État, mieux vaut en finir avec cette chambre d'élus corrompus. Celui qui était, au début des années 1920, un conservateur, est devenu un homme d'extrême droite, mûr pour le fascisme, même si un élément empêche de le traiter de fasciste. Henriot reste au fond de lui, pour le moment, un pacifiste. C'est d'ailleurs ce point qui le rapproche alors de l'homme politique Pierre Laval, homme qui a commencé sa carrière à gauche, proche de la SFIO, avant de passer à droite au milieu des années 1930 par anticommunisme. Laval est lui-même opposé à la guerre. C'est là qu'un nouveau drame va encore radicaliser Philippe Henriot. Son fils est tué juste avant la signature de l'armistice. Henriot disparaît totalement de la sphère publique le temps de faire son deuil, mais il est à nouveau à la Chambre le jour où la question de donner les pleins pouvoirs à Pétain est soumise au vote. Nous sommes le 10 juillet 1940, un jour fatidique pour l'histoire de France. La Chambre des députés et le Sénat se sont réunis à Vichy parce que Paris est déjà aux mains des Allemands. Souvenez-vous, en 1936, la victoire du Front populaire, l'Union des gauches, permet aux députés de gauche d'avoir les 2/3 des sièges à la Chambre. Mais l'Union, en tant que telle, n'est plus. Elle a explosé en 1938. Toujours est-il que les députés et les sénateurs, en ce jour, votent les pleins pouvoirs à Pétain avec 569 voix pour, 80 contre et 17 abstentions. Les partis de gauche ont donc largement validé la prise de pouvoir du maréchal, même si c'est surtout de la gauche que viennent les 80 voix contre. Face aux 569 pour qui forment le total des votants, ces quelques oppositions très marginales ne font pas le poids. Évidemment, Philippe Henriot a voté pour. Et je vous lis l'intitulé exact de l'objet du vote. L'Assemblée nationale donne tout pouvoir au gouvernement de la République sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain, à l'effet de promulguer, par un ou plusieurs actes, une nouvelle constitution de l'État français. Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie. Elle sera ratifiée par la nation et appliquée par les assemblées qu'elle aura créées. Pétain profite de cette belle opportunité pour mettre fin à la Troisième République et instaurer le régime autoritaire de Vichy. Il en avait le droit, parce que l'Assemblée le lui a donné, légalement. Henriot n'entre pas tout de suite au gouvernement. En 1941, il devient l'une des voix de Radio Nationale, l'organe de propagande radiophonique du régime, un média soumis au contrôle de l'occupant. Vous pouvez donc imaginer la teneur de ses émissions. C'est donc là que Philippe Henriot s'avère être un animateur radio exceptionnel, un éditorialiste qui étrille avec sa verve rare les ennemis de la France. Enfin, selon la vision qu'il en a, et vous l'aurez compris, ses ennemis, ce sont les juifs, les communistes, les francs-maçons. Jusque-là, Henriot était germanophobe, comme je vous l'ai dit. Mais un retournement le fait changer d'avis. Le 22 juin 1941, l'Allemagne envahit la Russie à l'occasion de l'opération Barbarossa qui met fin au pacte germano-soviétique. Ah, alors si l'Allemagne s'en prend aux bolcheviks, ça change tout. Les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Henriot a terminé sa mue. Il est maintenant d'extrême droite et pro-nazi. Chaque rafle est une occasion de se réjouir. Mais il n'y a pas que ça. L'Allemagne victorieuse interdit à la France d'avoir une véritable armée, mais elle peut avoir sa milice, une organisation paramilitaire créée en janvier 1943. Hitler avait besoin que Laval mette en place une institution capable d'aider la Gestapo à lutter contre la résistance. C'est donc ça, le rôle de la milice française. C'est une force armée nationale au service de l'occupant. Son chef est Joseph Darnan, un vétéran de la Première Guerre mondiale, militant d'extrême droite depuis longtemps, ancien membre de la Cagoule, une organisation politique et terroriste d'extrême droite. La milice possède son propre uniforme et son insigne est une lettre gamma stylisée. La 3e lettre de l'alphabet grec représente le bélier et l'énergie du renouveau. Philippe Henriot, lui, le jeune homme souffrant de la poitrine qui n'a pas pu se battre en 14-18, qui a vu l'un de ses fils mourir en 1940, trouve enfin un moyen de s'engager paramilitairement. Il rejoint la milice, porte l'uniforme aussi souvent que possible, gagne le sentiment de faire partie d'un groupe et il a maintenant une cause pour laquelle se battre.
Henriot, convaincu depuis le milieu des années 1930 de n'agir que pour le bien public, vibre plus que jamais pour son pays. Dans les meetings de la milice, il tient des propos étonnants. Le voilà critique envers l'Église, bien trop conciliante envers les Juifs. L'Église devrait les convertir et non les tolérer. Le talent de propagandiste de Henriot n'a pas échappé à Pierre Laval, le chef du gouvernement de Vichy. À la fin de l'année 1943, celui-ci lui confie 2 émissions sur les ondes du média collaborationniste Radio Paris, l'une à 12h40, l'autre à 19h40, sans compter les multiples rediffusions. Henriot est le champion de la propagande. Les Français, pour ou contre l'occupation, l'écoutent tous lorsqu'il est à son micro. Sa voix est chaude, passant avec aisance d'une émotion à une autre. Chaque prise de parole est en soi un petit chef-d'œuvre littéraire. Il invective, il dénonce, il suscite des images mentales, il est radical, il stimule l'idéologie vichiste. L'ennemi, c'est le juif, le bolchevique, les plutocrates, les gouvernements des riches corrompus. Il est le Goebbels français, la voix de la collaboration. Non, il n'y aura pas d'entente entre Vichy et le général Giraud, le rival de De Gaulle pour la libération. Maintenant, Henriot appelle de ses vœux la victoire de l'Allemagne. Il évoque même l'union de la France et de l'Allemagne pour en finir avec les guerres en Europe. La fameuse amitié franco-allemande. Quand on sait que les collabos en rêvaient, ça laisse sans voix. Il va si loin dans ses éditoriaux que même Pétain le traite, je le cite, de fanatique égaré dans le nazisme. Nous voilà en 1944. C'est le moment où les rapports entre Laval et Pétain sont tendus. Les 2 hommes ne sont plus d'accord sur grand-chose et Laval, lui, il aime la prose d'Henriot. Le 6 février 1944, il le nomme secrétaire d'État à l'information et à la propagande contre l'avis du maréchal. À 55 ans, voilà l'éditorialiste installé dans un ministère situé rue de Solferino tout en continuant ses 2 émissions quotidiennes. À ce moment-là, il devient un monstre. Un matin de mars 1944, il fait son direct depuis le maquis de Thorens où un réseau de résistance vient d'être anéanti. Début juin 1944, il rencontre son homologue Goebbels en Allemagne. Ses photos avec le ministre de la propagande nazie sont son plus beau fait d'armes. Même Jean Tracou, le directeur de cabinet de Pétain, le juge alors perdu. Personne ne comprend qu'un homme brillant, patriote et courageux comme lui ait pu devenir un nazion. Quelques jours plus tard, le 27 juin, Philippe Henriot est photographié gare de l'Est. Il se tient sur le quai d'un train en partance pour l'Allemagne. Les wagons sont remplis de volontaires français qui vont être incorporés à la Waffen-SS. Sur le wagon, les jeunes hommes ont écrit quelques phrases enthousiastes à la craie. On peut lire « Vive Henriot, Heil Hitler, vive la France ». Henriot sourit en voyant le train partir vers le Reich. L'un de ses propres fils est du voyage. C'est déjà le soir. Il est temps de rentrer dans son ministère, rue de Solferino, où sa femme l'attend. Ce soir, comme d'habitude, il se couche à ses côtés dans la chambre de l'appartement de fonction. Il s'endort peut-être en rêvant de la victoire de Hitler. Le lendemain, à l'aube, plusieurs voitures se garent précipitamment devant le 10 rue de Solferino. Plusieurs hommes en sortent. Ce sont des membres des Murs, les mouvements unis de la résistance, qui se font passer pour des agents du maintien de l'ordre. Ils molestent le concierge et se font conduire dans la chambre de Henriot où ils lui tirent plusieurs coups fatals à bout portant, laissant la pièce et Madame Henriot maculées du sang du plus grand propagandiste de France. Plus tard dans la journée, à 13h20, Pierre Laval intervient sur Radio Paris. Je le cite. « Vous êtes venus comme tous les jours à la même heure pour écouter la voix de Philippe Henriot. Vous ne l'entendrez plus. Philippe Henriot a été assassiné. » Le régime de Vichy lui organise des obsèques nationales avec la milice. Les Parisiens sont nombreux devant son cénotaphe placé sur la place de l'Hôtel de Ville pour un ultime adieu car la mairie lui a refusé une salle. À Notre-Dame, Monseigneur Suard lui accorde l'absoute mais refuse un discours d'hommage comme le souhaitait la milice. Ces funérailles nationales sont donc en demi-teinte. Le si populaire Henriot n'était semble-t-il pas si apprécié que ça parmi les fonctionnaires de l'État et de l'Église. Dans les jours qui suivent, la milice se venge. Plusieurs résistants sont assassinés, dont l'homme politique Jean Zay, panthéonisé en 2015. À peine enterré, la France ne sait que faire de son propagandiste qui lui laisse un souvenir gênant. Son ancien ami, l'académicien François Mauriac, voit en lui un martyr mort pour la mauvaise cause, un homme honnête fourvoyé.
Au contraire, l'écrivain et homme de gauche Jean Guéhenno voit en lui l'archétype du bourgeois apeuré. Ses biographes, quant à eux, s'efforcent d'expliquer l'itinéraire d'un homme talentueux qui s'est perdu en route. L'Allemagne est moins gênée par son héritage, un héritage inattendu. La collection de papillons de Philippe Henriot est aujourd'hui au musée de Karlsruhe, une fin qui aurait sans doute réjoui le Goebbels français. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Nathan Laporte et Marie Corpet. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours en podcast sur votre appli favorite et tous les week-ends sur Europe 1 à 15h. À très vite.